Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Quantum avec Olivier Ezrati, notre fact-checker habituel qui fact-check tout, hein, qui veut toujours tout screener et tout vérifier. Et puis moi-même, Fanny Bouton, qui continue à suivre un peu toute l'actualité high-tech, hein. On essaye de voir tout ce qui se passe. Alors, Bonjour, bonjour. bon, t'es prêt? On a plein Je de suis sujets. prêt, On a, je suis on a un prêt. peu de temps à attraper. Le CES nous ayant pris pas mal de temps et plus tout un tas d'actualités, on n'avait pas eu le temps de faire un podcast. Et il y a une actualité très importante qu'il fallait traiter. C'est celle du 9 janvier, la remise du rapport de Paula Forteza sur le quantique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'était donc que ce fameux rapport et quelle est son importance? Ce rapport, il avait été commandé par le Premier ministre à Paula Forteza, je crois fin mars, début avril 2019. Il visait à demander à des parlementaires, à une parlementaire accompagnée de spécialistes du sujet, donc Yordanis Kerinidis, qui est un chercheur du CNRS, et puis Jean-Paul Herteman, qui est l'ancien patron de Safran, d'essayer de bâtir une stratégie française sur le quantique, en tout cas de faire une proposition. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois jusqu'au au mois de juillet avec une cinquantaine d'auditions. Ils ont vu pas mal de monde. Et puis après, ils ont bossé, ils ont pondu le rapport qu'ils ont envoyé au gouvernement, je crois, vers le mois d'octobre. Et puis entre octobre et en gros décembre, début janvier, le gouvernement a planché sur une sorte de plan qui n'est pas encore public. Et le rapport a été finalisé. Bon, et ce rapport est très important parce que c'est la première fois qu'il y en a un de ce type-là sur ce sujet en France, alors que la plupart des autres grands pays ont déjà lancé leur plan, quoi. Donc il était temps qu'on s'y mette. Mais c'est un rapport qui est intéressant. On va Alors, en il y parler. avait eu Ouais. aussi un rapport de l'IHEDN qui avait été remis aussi à la demande du Premier ministre sur le sujet. Tout à Donc, fait, ouais, ouais, qui a est priori, ils ont très bien fait aussi. confronté. Ouais. OK. Et Alors, d'ailleurs, l'ambition parlementaire, le plan, il fait 37 vas-y. propositions. Ouais, le plan, il fait 37 propositions. En fait, il y en a un peu plus, il y en a une Oui. cinquantaine en tout, mais elles n'ont pas toutes été publiées. Il y en a qui relèvent un petit peu d'éléments stratégiques que l'État n'a pas forcément envie de dévoiler à ce stade des opérations. Et oui, tu voulais dire donc, je t'ai Bah, coupé. Ouais. c'est pas grave. Je te demandais justement si ces ambitions parlementaires, avec tous ces projets donc, qui ont été présentés, est-ce que c'est à la hauteur avec, je crois que c'est 1,4 milliard hein, qui sont mis sur la table. Ils ne sont Est-ce que pas c'est mis, à hein, ils la sont hauteur? demandés, hein, ils sont Ils suggérés sont ou demandés. demandés, oui. C'est le parlementaire propose, l'État dispose. Donc, il se trouve d'ailleurs que l'État ne pouvait pas annoncer un plan en novembre, comme c'était prévu initialement, pour la simple raison que les sources de financement qui pourraient permettre de débloquer 1 milliard et quelques sur ce genre de sujet n'étaient pas disponibles à l'époque. Et ces sources, ça va être la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, ainsi que le PIA 4, le fameux programme d'investissement d'avenir version 4, qui va être déclenché cette année. Et donc, ça aboutira à un financement qui ne sera disponible qu'en 2021. Donc, en termes de calendrier, il était urgent de ne pas trop se presser parce que finalement, l'argent n'était pas encore là. Oui, parce qu'on sait que ça a été repoussé plusieurs fois, hein, Tout à fait, pour des raisons d'agenda de ministre officiellement, aussi, oui. mais finalement, le calendrier de la budgétisation de ce genre de plan, qui n'est pas forcément évident dans un État qui n'a pas tant d'argent que ça, et il a justifié finalement de prendre son temps, quoi. Alors 1,4 milliard par rapport au flagship européen et à ces 1 milliard qui avait été C'est un pas petit peu ridicule, hein. C'est pas mais ridicule. Ça veut dire en gros que la France, en tout cas la France, la parlementaire de ce rapport, a proposé un investissement qui est plus important que ce que l'Europe va mettre sur ce laps de temps. C'est même Mhm. plus important, aussi que ça puisse paraître, que le plan qui est annoncé par les Américains, puisque les Américains ont annoncé un plan d'1,2 milliard en décembre 2018, signé par Trump. Et bon, ça veut dire que la France, en gros, veut afficher visiblement un plan assez ambitieux. Alors, il faut toujours faire attention aux notions de valeur de plan, parce que dans un plan, il y a le montant qui est affiché, il y a le montant existant. Alors d'ailleurs, contrairement à ce qu'ont fait les autres pays, les Allemands, les Anglais, les Américains, Mhm. la députée, elle a fait un inventaire des investissements existants, qui étaient de l'ordre de 60 millions d'euros par an. Et donc, ce qu'elle a Mhm. proposé, c'est de plus que quadrupler ces investissements en intégrant tout, c'est-à-dire qu'en intégrant la recherche fondamentale, la recherche appliquée, mais aussi le financement de l'innovation, le financement des startups, et aussi les investissements qui vont être faits par les grandes entreprises. Donc en fait, il y a une vision assez extensive, assez large des montants qui sont nécessaires, mais au moins on a une base de départ.
Alors que le milliard américain, si ça se trouve, il s'additionne déjà à plein de milliards. Donc, tant qu'on n'a pas la base de départ, c'est difficile de comparer la France et les États-Unis. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la France investit plus que les États-Unis. Mais l'investissement incrémental qui est proposé est du même ordre de grandeur. C'est quand même intéressant. Ok. Bon, oui, parce que par rapport à la Chine, en tout cas, ça peut Ils en ont fait 10 paraître milliards, difficile oui. d'après. Ils Ouais, bon. sont à 10 milliards, mais Mais même s'il y a un peu de pipeau dans l'histoire. Mais bon. il y a un peu de peu. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on sait qu'on a des bonnes technos en France pour démarrer par rapport à eux aussi. On a Oui, des alors bonnes bases et des bonnes outils. le plan, il est assez prudent de ce point de vue-là. Il veut à la fois faire des paris technologiques, notamment autour de la filière CMOS de Grenoble, qui est une des filières prometteuses, mais en même temps, Celle de Maud Vinet, donc. voilà, qui est pilotée par Maud Vinet au Leti avec les équipes du CNRS. Mais en même temps, il ne met pas la clé sous la porte des autres technologies. On a vu lors de l'événement Christophe Jurzac du Fonds Cantonation, qui par ailleurs est chairman de la start-up Pascal, montrer qu'il avait quelque chose de concret dans les atomes froids pour faire du calcul quantique et de la simulation quantique. On sait aussi qu'il y a toute une filière autour de la photonique qui est importante, notamment en région parisienne, qui sera nécessaire aussi bien pour le calcul quantique d'un côté que pour l'interconnexion entre les calculateurs quantiques et aussi pour tout ce qui concerne la cryptographie et les télécommunications quantiques. Donc on a besoin d'avoir des technologies dans différents registres et domaines physiques pour Ok. Alors, est-ce que tout le monde a envie de suivre un petit peu ce plan? Est-ce que tu sens qu'il y a un peu des gens qui voudraient freiner ou qui ne sont pas d'accord ou des empêcheurs de tourner en rond? Ou est-ce que finalement tout le monde suit? Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de filières dans le quantique Ouais. et que tous les scientifiques peuvent ne pas être toujours d'accord ou essayer de tirer la couverture à eux, ce qui est un peu logique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a plusieurs types de concurrence qui peuvent se manifester. Il y a une concurrence effectivement entre les différentes branches de la physique quantique. En gros, entre les photoniciens, les gens qui gèrent des électrons, les gens qui gèrent des atomes. Hein, c'est trois grandes branches qui ont le même et de ces branches. Donc il y a un petit peu de concurrence entre ces branches-là, surtout sur le domaine du calcul quantique. Il y a une autre branche plutôt d'autres branches qui sont concurrentes les unes des autres. C'est le calcul d'un côté, la cryptographie, les télécoms de l'autre, et puis une troisième qui est la métrologie. Il se trouve que la métrologie, donc la mesure de précision quantique, qui est pilotée notamment par les équipes de Thales, c'est un domaine d'application qui est concret et présent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà des startups qui sont présentes, comme Mucans à Bordeaux. On sait déjà faire des choses avec. Donc, c'est le marché d'aujourd'hui. Le marché des télécoms et de la cryptographie, en gros, c'est le marché de demain. Et le marché du calcul, c'est entre demain et après-demain. Et donc la concurrence, elle devient temporelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient qu'il faut s'occuper de ce qui est court terme, donc les télécommunications, la crypto et la métrologie. Et comme le calcul quantique à pleine puissance, la plupart des spécialistes estiment qu'il n'arrivera pas avant une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, bah, il y en a qui ont tendance à dire qu'il faudrait temporiser. On n'est pas obligé de s'investir dedans. Alors moi, évidemment, je fais partie de ceux qui considèrent que ce n'est pas tout à fait valable. Il faut investir dès maintenant. Pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles il faut investir dès maintenant. La première, c'est que l'innovation, ce n'est pas un signal carré. Pour parler un langage d'électronicien et de mathématicien, c'est pas il ne se passe rien et tout d'un coup, pouf, ça va marcher. C'est une innovation qui va être continue. C'est-à-dire que dans les 10 ans à 15 ans qui viennent, il va y avoir des étapes progressives qui font que tous les ans, on fera des progrès. Comme avec la suprématie quantique que Google a atteint en septembre dernier, on va avoir tous les ans des nouveautés. Et donc, si on veut être dans la course, il faut être dans la course et qu'il faut jouer tout de suite. Il ne faut pas attendre que ça marche et que d'autres aient réussi à faire marcher un ordinateur quantique à grande échelle pour s'y lancer. Donc, il faut y aller dès maintenant. La deuxième raison, c'est que tous les progrès que les ordinateurs quantiques vont permettre de réaliser dans les années qui viennent, ils vont être utiles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va franchir une étape, on va élargir le champ du possible. C'est-à-dire qu'on va rendre des algorithmes impossibles à exécuter sur des ordinateurs quantiques exécutables. On va élargir, par exemple, le champ de la simulation chimique, au départ sur quelques atomes, puis après, petit à petit, sur des atomes avec des molécules avec plus d'atomes. Et donc, à chaque fois qu'on fera des progrès, on élargira le champ applicatif. Mais il faut jouer tout de suite, il ne faut pas attendre. C'est ça le point clé. Donc, tous les décideurs, notamment à différents endroits au sein de l'État, qui se posent ce genre de questions, il faut vraiment qu'ils parlent aux spécialistes du sujet. Il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est une course où il faut démarrer. C'est comme si on démarrait un marathon au milieu, quoi. Il faut le démarrer dès le début, le marathon. Pourquoi? Parce qu'il faut se former, il faut se muscler, il faut créer les compétences pour que, au gré des progrès qui vont être réalisés dans les 10 à 15 ans qui viennent, on ait notre mot à dire.
Ouais, il faut avoir fait l'entraînement pour être dans la course, quoi, en fait. Hein, Exactement. c'est hyper important. Ok, alors moi je te propose c'est qu'on dérive vers le CES. Il y avait aussi du quantique au CES. Oui, aussitôt Et que ça puisse paraître. il y avait Ouais, aussi ouais. des annonces. Alors, c'était pas les annonces les plus folles, en fait. Hein. D'ailleurs, ça, c'est marrant. À chaque fois, c'est plus des annonces marketing que vraiment passionnantes pour le marché du quantique. Mais en tout cas, ça fait parler et ça permet de communiquer. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'y Ah, passait? il y avait deux choses. Il y a d'abord IBM qui revenait, avec un très grand stand d'ailleurs. Alors, Ouais. plutôt pour faire la promotion de l'univers de l'IA et de la blockchain, et aussi un petit peu Mmh. du quantique. Ils avaient un stand énorme, d'ailleurs, ils m'ont un peu perturbé. Je l'ai visité avec 3 députés, dont Laure Delarodière, Eric Botorel et Christine Aignan. Et ça m'a fait marrer parce qu'en fait, ils avaient une espèce de jeu de boules bizarre qui était sur un mur, et je comprends, avec des boules de couleur. Alors, je demande au gars, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et il me dit, c'est pour expliquer le big data, le machine learning et le cloud. Je dis, ah bon? Alors, on demande au gars de nous expliquer le truc. On comprend rien, on ne voit pas le lien avec les boules sur le truc. Et là, on se dit vraiment, c'est le degré zéro du marketing. Mais il y avait un autre truc intéressant, c'est que dans un couloir énorme qui est situé entre deux grands halls du salon, il y avait une sorte de maquette complète de l'ordinateur quantique d'IBM, alors celui de 20 qubits qui avait été annoncé il y a un an. Oui. Et c'était pas inintéressant. Alors évidemment, c'était une maquette, mais c'était une maquette en grandeur réelle. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait à la fois le fameux chandelier où est installé le processeur quantique et où il y a tout un système de refroidissement qui est extrêmement important pour faire fonctionner ce type de calculateur quantique qu'on appelle supraconducteur. Mais il y avait tout ce qu'il y avait autour. Et il y avait notamment la partie cryostat, c'est-à-dire la partie qui refroidit l'ordinateur. Et il y avait deux racks, on peut dire, d'électronique. Et quand on regardait le rack par derrière, c'était un vrai rack complet avec ce qu'on appelle les générateurs du micro-ondes et les amplificateurs qui pilotent l'ordinateur. Donc c'était vraiment une machine complète d'un point de vue physique. Ça permettait de comprendre à quoi ça ressemble en fait. Alors par contre, je plains le malheureux mec qui Ouais, expliquait le ça truc. permettait vraiment de Ah, voir une. ouais, alors le mec expliquait en 2 minutes ce que c'était qu'un ordinateur quantique devant l'audience qui était à moitié médusée et à moitié qui avait l'air de connaître le sujet. C'était assez marrant, quoi. Ok, donc ouais, on peut aussi parler. Alors c'est assez marrant parce qu'on avait eu l'IA washing. Là maintenant, on a ressenti aussi un peu le quantum washing. Est-ce que tu peux expliquer? Ouais, oui, oui. Alors le quantum washing, c'est assez énorme. En fait, c'est des boîtes de secteurs d'activité assez variés. Il faut que je retrouve mes supports pour les citer parce que j'ai mis ça dans un slide quelque part. Oui, alors il y a des boîtes qui mettent quantique dans leur marketing, mais alors elles ont de quantique, Il y en a un paquet, hein. elles sont quantiques comme moi je suis curé, quoi. Donc il y en a une, elle s'appelle Nanologue. C'est une société qui fait des amplificateurs de guitare. Tu vois le lien avec le quantique qui est pas trivial. Et donc, en fait, c'est un type qui utilise des transistors à effet tunnel. C'est une technique assez courante. Et qui dit, voilà, découvrez les bénéfices de la physique quantique et achetez mon amplificateur de guitare. Celle-là est quand même pas mal. Il y en avait une autre, c'était un truc qui s'appelle GlucoQuantum. C'est une start-up qui propose un lecteur de glycémie. Je crois que c'est des Ouais. Coréens. C'est des Coréens qui font ça. Il est censé être quantique. Alors, il n'a rien de quantique, hein, à part qu'il utilise l'infrarouge et des diodes infrarouges. Bon, c'est l'effet photoélectrique de la première révolution quantique du début du XXe siècle, découverte par Einstein en 1905. Hein. Et puis il y avait une troisième société qui est tout bêtement JBL, Oui. qui présentait des casques quantiques. Donc ils appellent ça JBL Quantum, Sound is Ouais. Survival, et c'est juste des casques audio qui n'ont rien de quantique du tout. Donc oui, voilà, le mot quantique est à la mode. Bah oui, c'est ça, c'est qu'on va le mettre un peu partout. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est pas totalement faux? Parce qu'en fait, dans toute techno, comme il y a des toutes petites particules, il y a du quantum finalement partout depuis longtemps. C'est juste qu'on Ah oui, l'utilise ouais, oui, oui, comme oui. phénomène de mode et que ça va encore Euh, induire en erreur les gens, En comme même temps, avec l'IA face à des une algos. ampoule à incandescence, ça doit aussi contenir des effets quantiques. Une télévision, c'est quantique. D'ailleurs, les quantum dots, Oui, les fameux quantum dots c'est dans les vrai. télés relèvent vraiment d'un effet quantique. Un effet de changement de fréquence entre la réception d'une onde par une particule, des poudres particulières et l'onde qui est réémise. Et ça, c'est un effet quantique. Mais en fait, il y a quantique et quantique. En gros, tout ce qui relève de la physique quantique qui a été découverte en gros avant les années 60, c'est ce qu'on appelle la première révolution quantique. C'est ce qui est utilisé dans toutes les technologies d'aujourd'hui, comme le laser par exemple. Mhm. Et ce qui a été découvert plus récemment,
qui permet notamment de manipuler des électrons ou des atomes individuellement avec un contrôle très précis, qui s'appuie sur l'intrication, qui s'appuie sur le fait de gérer la superposition d'états. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. En tout cas, c'est comme ça qu'Alain Aspect l'a défini. Et là, le champ de définition de ce qui relève de ces technologies-là est beaucoup plus restreint et il correspond en gros aux télécommunications quantiques, à la cryptographie quantique, au calcul quantique et à la métrologie quantique. Mais pas à l'amplificateur de guitare quantique, quoi. C'est clair. Voilà. Ni aux pastilles, les pastilles pour les lave-vaisselle qu'on avait découvert qui s'appelaient aussi Quantum. Je disais pas tout citer, hein, il y en a 3 ou 4 autres comme ça que j'ai trouvé sur le salon. Mais bon, c'était rigolo de voir ce quantum washing émerger. Enfin, en gros, il y avait aussi beaucoup d'IA washing au CES, quand même. Hein. Ouais, bah oui, forcément. Encore et encore. Il y avait des litières Pusha à base d'IA quand même. Hein, donc, Ah bah, c'est hyper important d'analyser les crottes de ton chat pour savoir s'il va bien ou pas. Tu sais, il y a un vrai marché là-dessus. Il n'y a pas que les crottes. J'en ai trouvé qui analysaient l'urine aussi. Il y en a d'autres qui analysent leurs cris, enfin les miaulements. Il y a une boîte qui... encore des Coréens. C'est les Coréens qui font les trucs les plus bizarres au CES. Une boîte qui analyse les miaulements des chats pour savoir s'ils sont heureux ou pas. Bah oui. Bon, je crois qu'on verra même ça. Alors tiens, on va rebondir sur le fameux rapport du CES qui doit sortir demain, si tu es dans les temps. Et si oui. Ah bah, je suis prêt, hein, je suis au taquet. J'ai encore des corrections hein, jusqu'au dernier moment, même le matin, genre je le publie à 9h. L'année dernière, je me rappelle, à 8h52, j'étais encore en train de saisir les dernières corrections qui arrivaient. Et génération de PDF, publication. J'ai la fibre free chez moi, donc ça va vite, c'est bon. Ça va vite. Et moi, je suis contente, je t'ai rendu mes corrections. J'ai scanné c'est bon. De plus de 300 pages. Et d'ailleurs, ça pose je me pose de grandes questions parce que j'ai beau avoir une quinzaine de correcteurs. Oui. Et dont certains sont extrêmement férus d'exactitude orthographique, et bien à chaque fois, les autres correcteurs trouvent autre chose. C'est-à-dire que tu corriges jamais tout. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver autre chose. Il y a tellement de signes et tellement de textes dans le document que chacun a un regard particulier, s'intéresse à des bouts de phrases différentes, à des morceaux différents du document. Et je me demande quel est le nombre idéal de lecteurs qu'il faudrait avoir pour qu'il y ait 0 faute. Ouais, ou alors un vrai correcteur professionnel qui sait vraiment faire ça. Peut-être, oui. Enfin, il y a tellement de franglais. Il y a beaucoup de franglais aussi dedans. Il y a beaucoup de franglais, il y a beaucoup de figures de style aussi. Des fois, tu es écrit comme tu parles et du coup, ça donne des choses que j'ai vu que l'IA, en tout cas de Word, a beaucoup de mal à analyser. Il dit non, mais là, il y a une faute. Et non, en fait, c'est. Il y a des jeux de mots qui ne passent pas toujours, mais bon. Voilà. Il y a des autres packs. Il y a beaucoup d'autres packs dans le texte. Hein. Il y a des autres packs un peu cachés. Pour les spécialistes du jargon de la technologie. Quoi. Mais voilà, c'est terminé. Bon, et au propre figuré d'ailleurs. Le rapport demain matin, à quelle heure? 9h. 9h. Bon, 9h pétante, soyez devant vos ordinateurs. 9h pétante. Il ne faut pas le télécharger tous en même temps, sinon vous allez casser mon blog. Hein, mais en général, ça s'étale dans la journée et les journées qui suivent. Enfin, il est quand même téléchargé plus de 20 000 fois à chaque fois. Mais bon, d'habitude, je crois que le premier jour, il est téléchargé de l'ordre de 3 à 4 000 fois. Le premier jour. C'est pas mal pour un document. Je téléchargerai demain à 8h55. Tu as déjà la bêta, toi, tu es privilégié. Et puis surtout, il y a une annonce, c'est que c'est le dernier. Hein. Quoi? Non, Olivier, tu peux pas faire ça. Ça peut pas être le dernier. En fait, je le sais depuis un moment. Tu sais depuis un moment. Oui, non, j'ai annoncé que c'était le dernier rapport de ce type-là que je faisais. C'est mon 15e. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire ça toute sa vie. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et j'ai pris la décision d'arrêter de faire le rapport, en tout cas sous cette forme-là, à cette occasion-là. Il y a tout un tas de raisons qui ont fait que j'ai eu envie d'arrêter maintenant. L'une d'entre elles étant que je suis très occupé par d'autres sujets, notamment le quantique, l'intelligence artificielle, d'autres sujets que j'ai envie de creuser dans le domaine scientifique. Et à un moment donné, il faut allouer son temps à des sujets différents. Puis je me suis fait la réflexion aussi, qui était peut-être un peu banale, mais qui est de dire être spécialiste du CES, ça ne veut rien dire en fait. Non, mais je peux être spécialiste de l'IA, spécialiste du quantique, là ça a du sens, c'est des domaines bien précis. Mais le CES, comme il y a tout dedans, on ne peut pas être spécialiste de tout à un moment donné. Donc à un moment donné, il faut élaguer un peu. Donc je sais que je vais en décevoir quelques-uns qui appréciaient le rapport. Je vais en décevoir certains qui l'appréciaient, mais ne lisaient pas forcément en entier. Non, mais on reprenait un bout. Voilà, mais qui en lisaient un bout. Donc voilà, je vais arrêter ce rapport. Mais je vais pas rapport, tu ne vas pas arrêter d'aller au CES ou en tout cas de t'intéresser à certains sujets. Je vais peut-être y retourner, mais probablement pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que ce ne sera pas pour faire le rapport papier de 400 pages. Non.
Ça sera peut-être pour faire autre chose, on verra ensemble. Ça dépendra peut-être aussi de la On a politique des idées. américaine. Je sais pas, si Trump est réélu, je sais pas si j'y retourne. J'hésite. Écoute, on trouvera bien un moyen de scanner quand même tout ça et de raconter un peu des choses. On a des idées en tout cas, hein. On a des formats un peu Oui, bah marrants et un peu on va plus. l'expérimenter cette semaine. Ouais, exactement. Et donc, on a notre conf. Donc, il reste encore quelques places. On en a remis. Quoi, c'est ta conf en fait à laquelle je participe. Donc, la fameuse conférence au Forum des images annuelles. Donc, il y a eu plus de 1000 places de mise, hein. Je crois qu'il y a 500 places dans la salle. Comme ça risque d'être un jour de grève, on compte sur vous pour quand même prendre les transports et venir. Mais en tout cas, allez voir les comptes Twitter. Le compte Twitter d'Olivier, il y a le lien pour aller s'inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le moment. Donc, mercredi soir à, c'est quoi, 18h30 Il faut arriver avant 18h et ça commence à 18h30, je crois, effectivement. Et ça se terminera vers 21h. Voilà. C'est la conf la plus longue sur le CES que j'organise. Mais alors, il faut peut-être expliquer pourquoi on a rajouté des places. C'est qu'au départ, on avait tenu compte d'un surbooking de 100%, c'est-à-dire qu'on avait 900 inscrits pour 450 places dans la salle. Mais comme on a vu qu'il y avait des manifestations et peut-être un surcroît de grève des transports sur Jordan, on s'est dit, les taux de chute, en général, ils augmentent. Donc, on augmente le nombre d'inscrits. Mais voilà. bon, Et ça on aura sera... la place d'accueillir tout le monde. On va Normalement, serrer, ça va oui, être normalement, chaleureux. ça devrait aller, mais c'est premier arrivé, premier servi, hein. Venez à l'heure. Si vous voulez votre place sûre et que vous êtes inscrit, venez à l'heure, au cas où le taux de chute serait inférieur à 50%, quoi. En général, il est autour de 50%. Puis venez au moins pour voir les blagues que Dimitri et moi avons concoctées à Olivier, dont il n'est pas au courant. Comme c'est son dernier rapport et sa dernière grosse conf comme ça, il faut bien qu'on le taquine un peu nous aussi. Donc si vous voulez Ah ouais, rigoler un peu, j'ai de quoi taquiner tout le monde aussi, hein. ouais, on est au courant. Bon, Non, en ça tout devrait cas, être voilà. sympa. Ça va être sympa parce qu'en fait, ce genre de restitution est un petit peu différent de ce qu'on voit dans la nature, parce que des retours du CS, il y en a des dizaines qui ont lieu à droite et à gauche. D'ailleurs, moi-même, je participe à d'autres retours cette semaine. J'en ai un avec Ignes sur la maison connectée. J'en ai un avec les anciens élèves du groupe Ionis mardi soir. J'en ai chez des clients. En fait, la différence entre celui-là et les autres, c'est que nous, on fait des choses à la fois sérieuses et un peu second degré. Hein, on a des trucs sur le bêtisier, Oui. on va faire du fact-checking scientifique sur un certain nombre de sujets, on va creuser et on va d'ailleurs interagir avec la salle pour voir si elle suit ou pas, quoi. Donc je pense Ouais, que on va ça creuser, devrait être sympa. déterrer. Ça devrait être sympa. Ok. Bon, écoute, Olivier, je te propose qu'on s'arrête là parce qu'on a encore dépassé les 20 minutes. Comme d'habitude, Ça on va est très vite, hein. bavard, Ouais. surtout toi. Et on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Normalement, on va essayer de reprendre un rythme un peu sérieux pour ce podcast pour raconter toute l'actu du quantum et pas que. Et on a oublié À quelque très chose de vite. très important, mais bon, Quoi? je te coupe la parole. En fait, on a oublié un truc sur le quantique, c'est quelles étaient les prochaines étapes. J'étais tellement bavard que j'ai oublié d'en parler, mais c'est pas grave. Non, mais on reviendra dans On 15 reviendra jours. dessus. On Tu vas reviendra nous dessus. faire. Non, parce que la prochaine Voilà. étape, c'est le plan lui-même, donc c'est quand même important de savoir ce qui va en être, quoi. Et ben, je te propose qu'on remette ça dans 15 jours. Allez, Ok, bye bye. au revoir. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.